Vous allez sortir votre travail avant qu'il ne soit prêt. Ça va très très loin en fait. Là, je pensais pas que la vidéo allait virer sur ce terrain-là, mais c'est une prison. Votre perfectionnisme, c'est une prison. Avec cette vidéo, je lance un nouveau concept qui s'appelle Mood Night. Ce seront des vidéos assez longues pour décortiquer un sujet dans la longueur, pour vous apporter des conseils très concrets. Pour cette première, on parle d'un énorme problème chez les personnes créatives et chez les personnes qui ont surtout le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est vraiment la réponse que beaucoup trop de gens donnent en entretien d'embauche quand on leur demande leurs défauts. Je pense que derrière cette réponse, il y a le mythe selon lequel le perfectionnisme est une qualité, serait une qualité. C'est absolument faux. Et j'irai même plus loin que ça. Selon moi, vous n'êtes pas perfectionniste. Vous avez peur. Vous avez peur du jugement, vous avez peur de sortir votre travail, de le montrer au monde et qu'on vous dise que c'est totalement nul, que vous avez eu tort, que vous avez fait cette erreur-là parce que ce détail-là, vous ne l'avez pas bien travaillé et vous voyez, il y a un pseudo tout pourri qui a bien remarqué que là, c'était pas parfait et que vous êtes en réalité un ou une imposteur. Voilà ce dont vous avez peur. Et c'est normal, c'est normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le perfectionnisme n'est pas une qualité dans le sens où c'est pas quelque chose qui vous pousse à l'action. C'est pas quelque chose qui vous amène à un résultat concret. Le perfectionnisme, ça paralyse. Ça paralyse parce que on travaille encore, on est méticuleux. C'est bien, on est méticuleuse, il n'y a pas de souci. Mais quand on n'arrive pas à sortir son travail, là, il y a un problème. Je sais que moi, j'ai une école de podcasteuses qui s'appelle Les Storytelleuses. J'ai remarqué au fil des mois qu'il y avait des projets vraiment exceptionnels, mais que la personne avait peur de le sortir. Et donc on allait de détail en détail, on travaille chaque détail et ça ne sort jamais. Et non seulement vous vous privez d'opportunités, parce que quand vous sortez un projet, il se passe toujours des choses merveilleuses quand on sort un projet, c'est qu'on a d'autres opportunités derrière. C'est-à-dire qu'un projet mène à un projet numéro 2, projet numéro 3, projet numéro 4. On passe pas du projet numéro 1 au projet numéro 4. Ça arrive piano. Quand on se laisse paralyser par son perfectionnisme, on passe à côté d'une seconde chance. Parce qu'en fait, quand on est libéré de son syndrome de l'imposteur, on sait qu'on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. Non seulement on a le droit à l'erreur, mais la plupart du temps, quand c'est une petite erreur, les gens ne le voient pas. Ça ne veut pas dire que vous devez faire des erreurs, mais il y a des choses que j'ai faites, même dans mes podcasts, où c'est peut-être des micro-erreurs. Après, comme je suis journaliste, j'ai la rigueur de vérifier. Mais à un moment donné, je ne vais pas vérifier 15 fois, je l'ai vérifié 5 fois, mais je ne vais pas la vérifier 15 fois. Et des fois, je me dis, parce que oui, on a toujours un peu ce perfectionnisme-là qui nous suit, mais je me dis, est-ce que j'ai bien vérifié que c'était cet auteur-là qui avait dit ça? Oui, je l'ai vérifié. En fait, je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance et surtout accepter que votre perfectionnisme et votre syndrome de l'imposteur ne font pas partie de votre identité. C'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui vous enferme. C'est une prison en fait. C'est une prison. Votre perfectionnisme, c'est une prison. Si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, c'est d'accepter que votre perfectionnisme, c'est une prison. Parce que ça vous prive d'opportunités, ça vous prive de montrer votre travail. Et quand je dis montrer votre travail, c'est de toute la beauté aussi du retour des gens, parce que quand je sors une vidéo où je suis pas hyper contente et je vois certains commentaires qui sont hyper intelligents d'ailleurs, je me dis mais heureusement que je l'ai sorti, heureusement que je me suis pas trop prise la tête. Quand je sors un podcast aussi et que je me suis battue, il y a des podcasts pour lesquels je me suis vraiment battue pour les sortir, où ça a pris du temps, où c'était la galère, oui, et mon perfectionnisme a fait aussi que ça a pris du temps, mais pas que. Et quand je le sors et que je vois les retours que j'ai, les personnes qui m'envoient des notes vocales en larmes, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris ? Qu'est-ce qui m'a pris de prendre tout ce temps, d'aller de détail en détail ? Enfin, c'est ridicule à ce stade-là. J'ai eu une expérience aussi exceptionnelle avec mon podcast, l'un de mes podcasts, qui s'appelle La Cassette de Yaye Elisa et qui parle de ma maman. Et quand j'ai sorti ce podcast-là, je m'attendais pas à ce que ça prenne cette ampleur-là. Sur Twitter, j'ai mis un message tout simple pour annoncer mon podcast. Je reviens 1 heure après et j'ai des milliers et des milliers de partages, plein de gens qui ont écouté le podcast et qui sont bouleversés, qui me disent qu'ils ont vécu la même histoire, et des gens du monde entier, des gens qui viennent de toute origine, du Brésil, du Congo, enfin partout, enfin vraiment c'était vraiment des gens qui étaient originaires de partout. Et je me suis dit, mais non seulement je me prive de cette connexion-là avec les autres,
mais je prive aussi les autres d'apprécier cette histoire. Quand vous êtes perfectionniste et que vous sortez pas votre travail, que vous avez cette idée géniale qui est dans les tiroirs, mais qu'il faut attendre ça avant de le sortir, vous privez les autres aussi de votre travail. Et je vous conseille vraiment de lire Montrez votre travail d'Austin Kleon. C'est un livre génial qui va vous décomplexer à l'idée de montrer votre travail. Il faut identifier la source de votre perfectionnisme. Ça peut venir de choses très concrètes. Moi, j'ai remarqué que mon perfectionnisme venait d'une personne en particulier. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne d'un corps enseignant quand vous étiez petite, que vous aviez un enseignant qui était très dur avec vous, ou une autre personne qui vous donnait pas droit à l'erreur. Parce qu'en fait, quand on est perfectionniste, on a peur de l'erreur et on a peur des conséquences que peut amener cette erreur. Et le système des notes en France, bon, ça nous aide pas trop. Vous pouvez identifier seul la source de votre perfectionnisme. Une fois que vous avez identifié la source de votre perfectionnisme, vous allez pouvoir avancer parce qu'en fait, vous vous direz que c'est attaché à un souvenir très particulier ou à une personne en particulier. Et il faut prendre la distance avec cette personne, c'est pas mal, mais aussi embrasser l'inconfort. Et quand je dis embrasser l'inconfort, c'est que vous allez sortir votre travail avant qu'il ne soit prêt. C'est terrifiant. Mais la plupart des gens qui ne sont pas perfectionnistes se prennent pas trop la tête. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur travail, ils vont bien le faire, mais ils vont pas aller chercher la perfection. Sauf que vous êtes tellement méticuleuse ou méticuleux que avec votre perfectionnisme, ce sera plus que bien, ce sera là. Le bien, il est là, vous, ce sera là. Et la perfection, là, c'est... La perfection, elle est bien plus haute, mais elle est aussi inatteignable. Alors oui, vous me direz peut-être, sans le perfectionnisme, on n'aurait pas eu la Chapelle Sixtine et plein d'autres œuvres d'art de personnes qui sont ultra méticuleuses. Mais laissez-moi vous dire que la Chapelle Sixtine, elle est là, elle existe parce qu'une personne a travaillé. C'est des années et des années et des années de travail. Moi, je vous conseille le livre de Robert Greene, Atteindre l'excellence, qui explique en fait tous les génies, en tout cas personnes qu'on appelle génies, ont énormément travaillé, des décennies. C'est des décennies de travail, des années de travail. Et quand ces personnes-là ont réussi très jeunes, c'est aussi parce qu'elles ont commencé très jeunes. Donc je vous conseille fortement ce livre-là, moi il m'a beaucoup aidé et ça m'a aussi réconcilié avec l'idée que chaque chose allait arriver au bon moment. J'avais pas besoin de me précipiter et de viser tout de suite la perfection parce que ça n'arriverait pas. Quand j'aurai 50 ans, peut-être que oui, ce que je ferai, ça sera parfait, peut-être. Et peut-être pas, mais ça sera bien. Et en fait, de viser la qualité, c'est plus important que de viser la perfection sans jamais sortir quoi que ce soit. Et ce qui me pousse souvent à travailler et à sortir mes projets, c'est de me dire que j'ai pas envie de mourir avec ce projet-là, j'ai pas envie de mourir avec cette idée-là et de me dire que personne n'aura entendu mon travail. L'introspection, c'est le moment où vous vous retrouvez, où vous pouvez entendre vos pensées. Vous vous entendez penser, vous n'êtes plus entouré des pensées des autres, vous n'êtes plus entouré des séries que vous binge-watchez, vous n'êtes plus entouré de tout ça. L'introspection, aujourd'hui, c'est du luxe parce que ça demande du temps. Ça demande du temps. Moi, je l'ai déjà fait une semaine. Il faut que ce soit ininterrompu. Ça peut durer 2 jours ou une semaine. Vous pouvez aller jusqu'à un mois, mais une semaine, c'est bien. 2 jours, c'est très bien aussi. Et pour ça, il faut que vous vous retirez du système dans lequel vous êtes. Je vais vous expliquer pourquoi l'introspection est importante. L'introspection est importante parce que on est dans une société où il est très difficile de s'écouter penser. On a du contenu à foison. Déjà les vidéos que vous regardez, mais aussi la télévision, internet, les réseaux, le travail, les amis, le conjoint, plein de choses. On a du bruit partout, on est une société du bruit où on est tout le temps en train de parler et par extension on est aussi en train d'écouter. Et donc l'introspection, c'est aussi s'autoriser à accepter le silence et à s'écouter penser. Pouvoir réfléchir sans avoir des éléments qui nous parasitent l'esprit. Donc, à la fin de l'introspection, je vais vous expliquer comment faire, mais à la fin de cette introspection, il va se passer des choses. Vous aurez des réponses, vous aurez plus de clarté. L'idée de l'objet de cette vidéo, c'est aussi de vous libérer de votre perfectionnisme, mais c'est bien de vous accorder du temps pour comprendre en fait d'où vient ce perfectionnisme, d'où vient cette anxiété, parce que quand on fait pas quelque chose de parfait,
On est très anxieux. J'avais une amie que j'avais rencontrée en prépa d'école de journalisme et je me souviens, elle m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, c'est que elle était vraiment brillante déjà. Elle était vraiment très brillante. Et moi, j'étais toujours admirative de ce qu'elle faisait, surtout pour son âge, on était jeunes. Et à chaque fois que je lui notifiais, je lui disais, mais tu te rends compte, t'as fait ça? Et elle disait, non, je me rends pas compte parce qu'en fait, j'ai du mal à me réjouir des choses bien que je fais. Je les fais et en fait, je passe à autre chose. Et j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça terrible parce qu'il n'y avait aucune célébration de son talent. Ouais, voilà, il n'y avait pas de célébration de son talent. Alors oui, moi, je le célébrais, mais en fait, elle ne le recevait pas. Et je pense que si ça doit être dû aussi au perfectionnisme parce que ça nous prive aussi des célébrations. C'est-à-dire qu'au lieu d'être enjoué, d'être enthousiaste à l'idée d'avoir sorti tel ou tel projet, il y a plus du soulagement à l'idée qu'on n'ait pas notifié telle ou telle erreur. Et ça, c'est triste. L'introspection, ça sert aussi à ça. Ça sert à se libérer de tous ces comportements qui sont néfastes. En tout cas, je pense qu'ils sont néfastes parce que ça enlève de la beauté à la création, ça enlève de la beauté à tous vos projets, ça enlève aussi de la beauté au processus parce que quand on est dans un perfectionnisme exagéré, on se prive aussi de la beauté du voyage et de l'excitation qu'il y a à faire un projet en particulier et aussi faire un projet artistique. Moi, je suis dans le domaine artistique, documentaire et fiction. Et c'est vrai que le moment où je réfléchis au projet, où je pose les bases de mon projet, où ça fuse tout simplement, moi j'adore ces moments-là. J'adore ces moments-là. Après, il y a le moment où il faut faire. Oui, parfois c'est moins agréable, mais il faut trouver aussi de l'excitation là-dedans. Il faut trouver de la joie là-dedans parce que je pense qu'il y en a. Donc l'introspection, c'est se retirer de son système. Il y a quelques années, je suis tombée sur une vidéo qui était vraiment superbe. Elle a été faite par la youtubeuse Pravina, que vous devez peut-être connaître. Et ce qui est malheureux, c'est que cette vidéo, elle a été supprimée. Elle a supprimé la plupart des vidéos de sa chaîne. En tout cas, je crois qu'elle a supprimé toutes les vidéos de sa chaîne pour se consacrer à sa chaîne privée. Et elle avait fait une vidéo qui m'a marquée, je pense qu'elle me marquera à vie. C'était sur l'introspection. Je vais vous partager l'esprit de cette analyse-là. Ce qu'elle disait, c'est qu'il fallait se retirer du système dans lequel on évoluait. Et par système, Pravina, parce que ça vient pas de moi, elle expliquait que un système pouvait être un travail, un système pouvait être un groupe d'amis, un système pouvait être une famille. Aujourd'hui, vous faites partie de plusieurs systèmes différents. Eh bien, il y a un système qui vous prend énormément de temps. Et en fait, ce temps-là, vous allez le récupérer justement en prenant du temps pour faire cette introspection. Pendant cette introspection, allez dans un nouvel endroit, c'est-à-dire que ça peut être une autre ville. Allez dans un hôtel, allez dans une autre ville, n'allez pas forcément chez une amie ou un ami parce qu'en fait vous allez devoir converser alors que l'idée c'est de se retrouver seul. Donc vous allez vous retrouver seul avec vous-même. Là l'idée c'est vraiment de se trouver un refuge, un cocon où personne ne vous dérangera. Quitte à ce que vous préveniez les personnes que vous aimez et qui vous aiment que tout va bien, que vous êtes là, à cet endroit-là et que vous prenez du temps pour vous parce que vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, il n'y a pas de souci. Mais retrouvez-vous seul dans un endroit. Et dans cet endroit, moi ce que je vous conseille, c'est d'écrire. Faut écrire, évacuer ce que vous ressentez parce qu'en fait vous allez entendre des choses. Quand je dis entendre des choses, ça ne veut pas dire que vous allez entendre des voix, mais vous allez pouvoir entendre vos pensées et aussi mettre le doigt, en tout cas avoir ce travail de réflexion parce que c'est un travail de réflexion aussi, d'où vient ce perfectionnisme et comment il vous gâche la vie et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi pour surmonter tout ça. Donc choisissez une date et un lieu pour votre introspection. Peut-être que vous avez cette qualité, vous avez tout le temps des nouvelles idées et vous avez un petit carnet avec plein de projets et je vous souhaite de tous les réaliser. Mais, parce qu'il y a un mais, le problème, c'est quand on ouvre sa bouche. On ouvre sa bouche, on en parle, on dit, voilà, j'ai tel projet, je vais faire ça, je vais. Et vous pouvez me dire, mais Émilie, il n'y a pas de souci à parler de ses projets à ses amis, à sa famille, ce sont des gens qui nous soutiennent. Sauf que, en ouvrant sa bouche, en parlant de ses projets, en parlant de vos projets, vous vous exposez aux peurs et au jugement des autres. Et ça va renforcer votre perfectionnisme. Aux peurs, tout simplement parce que ce sont des personnes qui vous aiment et qui tiennent à vous.
et qui veulent pas que vous cassez les dents sur tel ou tel projet, mais aussi qui ont leur propre peur. Enfin, ces personnes ont aussi des projets, des rêves à réaliser et elles ont leur propre peur. Et en fait, elles projettent leur propre peur sur vous. Et quand je parle de jugement, là, c'est plus dark. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire en sorte que vous ne sortiez pas votre projet, vont le critiquer, vont le juger parce que il y aura de la jalousie, il faut l'accepter. Et ces comportements-là, ils peuvent venir de gens qui sont très proches de vous. Acceptez-le parce que c'est vrai. C'est aussi un vilain réflexe parce que vous êtes peut-être en recherche de validation. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de parler d'un projet pour recevoir une confirmation, une validation de la qualité de mon idée. J'attendais le moment où on me disait mais c'est génial, vas-y fonce. Et c'est comme si j'attendais un feu vert en fait de quelqu'un d'autre. Sauf que vous pouvez pas, en tout cas quand vous êtes quelqu'un de créatif et que vous voulez faire des projets qui comptent, avoir aussi de l'impact, de l'influence sur telle ou telle thématique, il faut que vous soyez sûr de vous. Il faut que vous soyez sûr de vous et que vous n'ayez pas besoin de validation extérieure. Personne n'est là pour vous valider. Les gens sont là pour vous soutenir, c'est pourquoi pas, mais pas pour vous valider. Et c'est vrai qu'il y a ce moment terrible en soirée où tout le monde parle de son dernier projet ou d'un projet passé et nous on a cette idée, ce projet en cours et on a envie d'en parler, se dire voilà, moi en ce moment je travaille sur X, Y, Z, sauf que à force de vouloir paraître intéressante, on s'enferme dans un gouffre pas possible parce que il va falloir se justifier sur l'avancement après. Mais oui, ces personnes vous allez les recroiser et elles vont vous dire alors t'en es où? Alors t'en es où avec ce projet? Comment ça avance? Et si ça avance pas, parce qu'un projet il peut stagner, un projet il peut aller au ralenti et un projet de toute façon il avance des fois piano et puis voilà. Mais ça, c'est pas quelque chose que beaucoup de gens peuvent entendre, que ça prenne du temps, que ça prenne des années parfois. Moi, il y a un podcast qui a pris 4 ans à sortir, mais il faut voir. J'étais en école de journalisme quand j'avais réfléchi à ce podcast-là. Je pense que mes camarades d'école se disaient, mais ce truc ne va jamais sortir. Et je les comprends. Moi, je savais qu'il allait sortir, j'en étais convaincue parce que c'est un projet qui me tenait vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Et je savais qu'il était super, je le savais. Il n'y a pas de honte à savoir que son travail est bon et que son idée est bonne. Mais comme je l'avais annoncé publiquement, comme j'en avais parlé publiquement, j'avais pas le choix, c'était dans un cadre scolaire, c'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps et où j'avais des questions. Mais des questions où il y avait limite un peu de pitié, de tu veux pas lâcher ce projet? Mais non, on va pas le lâcher. Mais si vous pouvez avancer en silence, faites-le. Le seul moment où je vous conseille de parler de votre projet, c'est quand vous faites face à une personne qui est qualifiée dans votre domaine. Là, c'est pertinent de parler de son projet et d'expliquer ses difficultés. Et tout. Là, il n'y a pas de souci. Mais pour les copains, copines, franchement, il n'y a pas d'intérêt. Vous leur parlerez de ce projet-là. Une fois qu'il sera sorti, moi, j'ai un ami qui a travaillé pendant des mois et des mois sur un bouquin, un livre, qui a très bien marché d'ailleurs. Et il y a des amis à qui il n'en avait pas parlé. Mais par contre, il leur a fait la surprise. Ils avaient une dédicace dans le livre. Mais c'est quelque chose qu'il voulait garder pour lui, qu'il voulait faire à fond. Il voulait pas aller boire un verre avec ses amis, aller boire un café avec ses amis et que ces personnes-là lui demandent des comptes, en tout pas des comptes, mais lui demandent de donner des news sur ce projet-là parce que peut-être qu'il avait pas envie d'en parler. Il avait ce cocon-là, il voulait être focus et il a eu raison. Il y a aussi un truc que moi je vis souvent, je sais pas si vous le vivez, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà traversé ça, c'est qu'à force de parler d'un projet, on a l'impression de l'avoir déjà fait, de l'avoir fini. On est lassé, on est fatigué, on en a tellement parlé que on a perdu cette flamme, on a perdu cet enthousiasme-là parce qu'en fait tout le monde est au courant et personne ne le voit. Voilà, on l'a imaginé dans sa tête de manière tellement précise que c'est plus comme avant. Et très important, avancer en silence. Ne pas parler trop de ses projets, ça permet de ne pas se faire voler ses idées tout simplement. Donc je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait sur le sujet pour vous éviter les vols de projets. C'est hyper important de se comprendre intérieurement. Il y a quelque chose qui est fondamental quand on veut avancer dans son travail, quand on veut avancer dans son idée, dans son projet, c'est de savoir s'arrêter. De savoir s'arrêter, de réfléchir. C'est-à-dire que vous avez le moment, moi j'appelle ça le moment scénariste et le moment réalisatrice.
Le moment scénariste, c'est où il y a la stratégie, il y a les idées qui fusent, où on brainstorm, où on réfléchit à ce que pourrait être le projet. C'est brouillon, c'est-à-dire que ça peut être brouillon et les idées fusent. Les idées fusent, tout n'est pas clair, mais on avance dans la réflexion. Et à un moment donné, ça devient plus clair et on file le bébé à la réalisatrice. Et là, on passe de la stratégie à l'action. Mais une fois que j'ai refilé le bébé à la réalisatrice, la scénariste ne peut plus intervenir. Et quand on est perfectionniste, on a tendance à faire intervenir la scénariste pour embêter la réalisatrice. La réalisatrice, elle ne peut pas bosser si la scénariste vient l'embêter tout le temps. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont été faits et en fait, il faut y aller. Est-ce qu'il y a des ajustements qui peuvent être faits? Oui, mais il faut éviter. Il faut éviter parce qu'en fait, la scénariste, elle a peur, elle manque peut-être de confiance en elle, en son projet, et elle vient embêter la réalisatrice alors que la réalisatrice, elle a un plan, elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Donc il faut la laisser travailler. Et en fait, le perfectionnisme et le fait de repousser encore et encore et encore, de procrastiner, c'est ça. C'est quand la stratégie vient bousculer le plan d'action. Donc c'est très important que vous soyez consciente de tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est de me dire, ok, là on fonce. Quitte à ce que, et ça je l'ai fait dernièrement, c'est de filer, on va dire, tout le côté stratégique à quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui je faisais confiance. Il me dit, voilà, tu devrais faire ça. En fait, je me suis libérée du côté scénariste et je me suis dit, je vais être juste la réalisatrice sur ce projet-là. Et ça a marché. Maintenant, ça marche quand on a une personne vraiment de confiance et qui connaît très bien notre travail. Ça marche pas avec tout le monde, mais c'est une bonne technique, je trouve. Alors là, je sais que je vais en perdre plus d'une ou plus d'un. C'est que oui, je pense que parfois il faut voir petit. Il faut voir petit, du moins au début. Pourquoi ? Moi, j'ai un problème avec les projets pharaoniques. Les gens qui ont des grandes idées, qui vont me dire « oui, moi je vais faire ça. » Ils vont pas redécorer leur chambre, hein, ils vont construire un immeuble. Et pour moi, c'est vraiment de l'autosabotage. Pour moi, c'est de l'autosabotage, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que c'est le meilleur moyen de procrastiner. De se dire « je vais faire un truc exceptionnel » alors que c'est la première fois, des fois c'est la première fois que vous le faites. Et en fait, vous allez vous lancer dans un truc mais phénoménal, quoi. Vous n'allez pas écrire, par exemple, vous dites « je vais pas écrire... » J'ai laissé cette idée d'écrire un blog une fois par semaine ou une newsletter une fois par semaine. En fait, je vais écrire une saga en 3 tomes. Alors que vous n'avez jamais écrit. Peut-être que vous n'êtes pas convaincu, mais il y a un film qui a été nommé au César du meilleur film, je ne sais plus en quelle année, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Ce film s'appelle Les Misérables. Ce film-là, il a été même nominé pour l'Oscar du meilleur film étranger. Alors vous pouvez dire, c'est un projet exceptionnel, cette personne-là, elle a fait un travail phénoménal, et oui, elle n'a pas lâché, elle a eu un projet grandiose, et elle a visé les Oscars dès le début. Pas du tout, pas du tout. Là, Dili, le réalisateur des Misérables, a un parcours de cinéaste, certes, mais c'était son premier long métrage. Mais ce premier long métrage est le fruit d'un court métrage. Il a d'abord commencé par un court métrage, il a repris certains comédiens et ensuite il s'est lancé dans un long métrage. Et ce long métrage a connu un succès retentissant. Et c'est tant mieux pour lui, ce film est magnifique. Mais vous voyez que même les personnes qui ont un parcours exceptionnel, parce que de l'extérieur on va se dire mais c'est exceptionnel, c'est grandiose, moi aussi j'aimerais ça, peut-être que vous voulez pas les Oscars, peut-être que vous voulez autre chose, mais même pour, prenons YouTube, hein, des gens qui ont 1 million d'abonnés et qui font, je sais pas moi, 3 vidéos par semaine. Mais peut-être qu'ils ont commencé par une vidéo par mois, peut-être qu'avant de faire une vidéo d'1 heure toutes les semaines, ils ont commencé par une vidéo de 10 minutes tous les 15 jours. Vous n'en savez rien. Viser petit au début, c'est un moyen d'accélérer la réussite. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de la Dili. Lui, il a fait son court-métrage, ça prend moins de temps, ça demande moins d'argent. Mais il avait quelque chose de concret aussi à montrer pour montrer son talent. Et en fait, d'aller sur un projet qui est très court, c'est aussi une manière de montrer, voilà, de quoi je suis capable. Pour mon documentaire qui s'appelle La cassette de Yael et Lisa, j'ai fait un projet de 24 minutes, un podcast de 24 minutes. Et peut-être que ce projet va devenir autre chose. On m'a déjà proposé de l'adapter en livre, en documentaire ou des choses comme ça.
Pour l'instant, c'est pas quelque chose que je veux, mais je sais que c'est possible plus tard, que c'est quelque chose entre guillemets de plus grand, parce que pour moi, le podcast en soi, c'est une forme d'art, c'est une œuvre, et elle peut se suffire à elle-même, quoi. Mais c'était un podcast de 24 minutes. Au départ, j'étais tentée par le projet pharaonique. J'étais tentée à l'idée, parce qu'en fait c'est un podcast, je vais vous le raconter en quelques minutes rapidement. Dans ma famille, il y a des personnes du Sénégal qui envoyaient des cassettes. C'était une sorte de courrier sonore, parce que certaines personnes ne savaient ni lire ni écrire, et ces personnes analphabètes se servaient des cassettes pour communiquer avec la famille qui avait migré en France. Avec ma maman, on a retrouvé une cassette qui était enfermée dans une enveloppe qui avait jamais été ouverte, et elle était là depuis 17 ans. Et mon podcast parle de ma mère qui découvre ce message 17 ans plus tard. Ce projet-là, en fait, il devait pas durer 24 minutes. J'avais cette idée parce que dans ma famille, il y a plein de gens qui ont des cassettes. Dans certaines familles, il y a plein de lettres qui traînent. Et ben chez nous, c'est des cassettes. Chez les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, c'est des cassettes. Donc, j'avais cette idée de faire une série très longue, peut-être en 7 ou 10 épisodes, de personnes qui raconteraient l'histoire de leurs cassettes. Et au fil de la réflexion, moi je me suis dit, mais pourquoi ne pas me concentrer sur une cassette ? Je crois que je sais plus si c'était Victoria Beckham qui disait « less is more ». Less is more, moins c'est plus. J'ai pas la traduction en français, mais moins il y en a, mieux c'est. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de choses. Je pense qu'il faut être minimaliste. Pour aussi se libérer de son perfectionnisme, il faut du minimalisme. Le minimalisme, il peut être présent dans notre manière de travailler, c'est-à-dire qu'on va pas s'encombrer de plein de choses. Et je pense que c'est mon podcast le plus réussi. Je pense. J'en ai fait d'autres, j'en ai fait 2 autres. La cassette de Yaya Elisa, c'est mon projet le plus simple. Dans les retours que j'ai eus, les gens l'ont écouté avec facilité. Et ça donne aussi l'impression que ce que j'ai fait était facile, alors que ça m'a pris des mois et des mois de faire ce podcast-là. Ce que j'aimerais vous transmettre, c'est que souvent quand votre projet paraît facile, c'est bon signe. Si on sent la difficulté dans votre projet, il y a trop de choses. Il y a des choses à enlever. Et peut-être que dans le perfectionnisme, on veut montrer aussi la difficulté qu'on a eue à accomplir tout ça. Alors qu'en fait, tout ça, on doit le cacher. Quand Beyoncé danse, des fois, on croit que tout est facile. Quand on voit certaines personnes faire des choses, on m'avait parlé du tournage, apparemment, il y a un documentaire là-dessus, mais il faut que je le retrouve. Le tournage d'Apocalypse Now, ben justement, il était apocalyptique. Francis Ford Coppola a vécu un enfer sur ce tournage-là. Quand je regarde le film pour la première fois, j'ai en tête l'histoire du tournage. Il a fait une tentative de... Je sais pas si je peux le dire sur YouTube, mais vous m'avez compris. Il avait des idées noires parce que c'était un enfer. Sa réputation était salie dans la presse. Tout le monde disait que son tournage virait à la catastrophe et qu'il était en train de faire n'importe quoi. Et il a même mis de l'argent de sa poche, il me semble, pour ce film-là. Et quand je regarde le film, moi, je pense pas à tout ça. Je me dis, je vois pas en fait toutes les difficultés qu'il a traversées. Entre ce qu'on nous présente et la réalité, il y a un monde. Hein. Il y a vraiment un monde. À notre niveau, parce qu'on n'est pas Francis Ford Coppola, en tout cas à mon niveau, je vais parler pour moi, je peux me permettre de ne pas viser la grandeur et faire quelque chose de bien. Lui, je sais pas s'il avait déjà fait Le Parrain. Il avait déjà fait Le Parrain. Ceci explique cela. Vous avez fait Le Parrain, un film qui a marqué des millions de personnes et qui a marqué l'histoire du cinéma. Il a eu l'Oscar du meilleur film. Il revient avec un autre film, tout le monde va s'attendre à un chef-d'œuvre. Si c'est pas un chef-d'œuvre, ça ne mérite pas d'être vu si ça a été fait par Francis Ford Coppola. Donc c'est vrai que lui, on peut comprendre qu'il se soit enfermé dans son perfectionnisme. On peut comprendre, parce qu'il avait la pression. Et je pense qu'on peut tomber là-dedans. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose de bien, les gens nous ont félicités, et ensuite on se dit « Ah, mais du coup mon autre projet doit être encore mieux ». Et peut-être que je suis un peu dedans. Peut-être que je suis un peu dedans où je me dis ah si je fais un autre podcast, vu que y a eu des bons retours sur les derniers, il faut que ce soit exceptionnel. Et je pense que ce sera une erreur. J'espère que je tomberai pas là-dedans. Ne soyons pas des Francis Ford Coppola. En tout cas pas là-dedans parce que même au niveau de la santé mentale, ça allait loin quoi. De là à faire des tentatives, d'avoir des idées noires comme ça va très très loin en fait. Là, je pensais pas que la vidéo allait virer sur ce terrain-là, mais c'est vrai qu'en termes de santé mentale, on se pourrit la vie en étant perfectionniste. Pour les personnes qui s'intéressent au podcast, je vous recommande fortement de vous inscrire à ma newsletter. Tous les dimanches à 18h, je vous donne un conseil sur le podcast et sur le storytelling. Il y a aussi d'autres conseils bonus, mais je vous laisse découvrir tout ça. Le lien est dans la description. Pour ma part, je vous dis à bientôt et n'oubliez jamais, raconter l'histoire, c'est détenir le pouvoir.